Cette histoire se déroule à l'époque où le Code civil du Bas-Canada était en vigueur au Québec. Un consommateur se procure d'un concessionnaire autorisé un véhicule de marque GM. Sans surprise, le véhicule connaît des ennuis mécaniques. Le consommateur poursuit son vendeur. Jusqu'ici, cette histoire n'a aucun intérêt. Le consommateur poursuivra également le fabricant. Et c'est là où réside tout l'intérêt de l'arrêt de la Cour suprême. En effet, si le lien de droit entre le consommateur et le vendeur est évident, la question du lien de droit entre le fabricant et le consommateur est plutôt nébuleuse. En effet, c'est le concessionnaire qui a acheté la voiture du fabricant. Il y a donc un contrat de vente qui unit le fabricant au concessionnaire. Et il y a un autre contrat de vente qui unit le concessionnaire au consommateur. Il y a donc une suite de contrats que l'on pourrait illustrer ainsi. Toutefois, afin de faciliter l'explication, nous prendrons cette illustration. On voit donc qu'il n'y a pas de contrat qui est intervenu entre le concessionnaire et le consommateur. Cela dit, existe-t-il tout de même un lien de droit entre eux, permettant ainsi au consommateur de faire valoir ses droits auprès du fabricant? Telle est la question importante à laquelle la Cour suprême devait répondre. Tout d'abord, mentionnons que si Plamondon n'avait pas totalement payé GM, GM ne pourrait pas réclamer au consommateur le prix de vente. En effet, le consommateur est un tiers par rapport au contrat unissant GM et Plamondon. C'est ce que l'on nomme l'effet relatif du contrat. Règle générale, le contrat ne produit des effets que pour les contractants. Le contrat intervenu entre GM et Plamondon ne peut imposer des obligations au consommateur qui ne fait pas partie de ce contrat. Cette question ne pose pas de problème ici. La question est plutôt de savoir si la garantie de qualité dont bénéficie Plamondon a pu être cédée au consommateur lors de la deuxième vente, permettant ainsi au consommateur de pouvoir poursuivre directement le fabricant, même si le consommateur n'a pas contracté directement avec le fabricant. Nous avons vu que le fabricant ne pouvait pas imposer des obligations au consommateur. Le consommateur n'est pas le débiteur du fabricant. Il n'a pas de dette à son égard. Mais le consommateur peut-il être le créancier du fabricant, lui permettant ainsi de faire valoir son droit, sa créance, contre le fabricant? Voyons la réponse de la Cour suprême à ce sujet. Il ne saurait donc faire de doute qu'en France, le vendeur doit la garantie non pas seulement à son acquéreur immédiat, mais également à tout acquéreur subséquent de la chose. Il faut admettre l'existence d'un recours direct en garantie par un acquéreur subséquent contre le premier vendeur. La créance en garantie des vices cachés n'en est pas une qui est personnelle à l'acheteur, en ce sens qu'elle lui soit due intuitu personae. Elle est due à l'acquéreur en tant que propriétaire de la chose. C'est une créance, on l'a vu, qui est directement reliée à la chose à laquelle elle se rapporte. Elle est donc transmise aux ayants cause à titre particulier, en même temps que la chose elle-même, en ce sens qu'elle est due par le vendeur initial à tout acquéreur de la chose vendue. Le principe de l'effet relatif des contrats ne s'oppose pas à la reconnaissance de l'action directe en garantie. Ce serait lui accorder une rigueur qui n'est pas conforme au principe du Code que de nier la transmission de la créance en garantie des vices cachés au sous-acquéreur de la chose. Ce serait aussi adopter une conception du droit des obligations qui, trop individualiste, n'est pas adaptée aux réalités du monde d'aujourd'hui. L'on doit donc dire que le sous-acquéreur, en acquérant la propriété de la chose, devient le créancier de la garantie légale des vices cachés due par le premier vendeur à raison de la vente qu'il a consentie au premier acheteur. Lorsqu'une obligation s'identifie avec la chose transmise, où en est l'accessoire?
l'ayant cause à titre particulier du premier vendeur n'est pas considéré comme un tiers et l'on tient pour normal qu'il soit automatiquement substitué au titulaire précédent. La garantie des vices cachés, comme d'ailleurs la garantie contre l'éviction, constitue, on ne peut en douter, un accessoire de la chose vendue. L'arrêt Kravitz, rendu à l'époque du Code civil du Bas-Canada, est-il encore pertinent aujourd'hui? Pour répondre à cette question, attardons-nous à cet extrait. Un contrat ne lie que les parties contractantes, leur ayant cause universelle et à titre universel. Pour sa part, l'article 1441 du Code civil du Québec prévoit désormais que les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l'une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s'y oppose pas. Selon la Cour suprême, il n'en découle pas nécessairement qu'un contrat ne puisse jamais bénéficier à un ayant cause à titre particulier. L'article 1442 du Code civil du Québec reprend cette solution en prévoyant que les droits des parties à un contrat sont transmis à leur ayant cause à titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés. Pour résumer, l'article 1441 prévoit que l'ayant cause universel poursuit en quelque sorte la personnalité juridique de son auteur en recevant à la fois ses droits, mais également ses obligations, contrairement à l'ayant cause à titre particulier qui, à son avantage exclusif, peut bénéficier des droits de son auteur. Voilà qui complète l'étude de l'arrêt Kravitz.